Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.info sur Internet. Alexandre avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Buran-Sténas qui vient nous rejoindre une nouvelle fois pour nous éclairer, pour nous indiquer et pour nous présenter aussi un livre. Nous allons largement nous appuyer sur ce livre aujourd'hui. Très petit, c'est 72 pages, je crois, 73 pages environ, mais qui contient énormément de choses. Alors après, il faut les lire plusieurs fois, comme à chaque fois ce genre de livre, il faut les lire plusieurs fois, parce que à chaque page, il y a des informations nouvelles. Patrick Buran-Sténas, bienvenue sur notre antenne. Merci. Je suis ravi donc de vous recevoir une nouvelle fois, et là nous avons un support. Il s'agit de la matière à la lumière, pierre philosophale, modèle du monde. C'est paru au Mercure dauphinois. Alors, je vais tout d'abord parler de mon ressenti de ce livre avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que il faut y mettre un petit peu de matière personnelle, devrais-je dire. C'est d'ailleurs ce que l'on apprend aussi dans ce livre, qu'il faut mettre de soi-même pour parler d'alchimie, que le laborantin est aussi important que l'expérience en elle-même. Avant de parler de ça, je précise à nos auditeurs que dans cette émission, au cours de cette émission, nous reviendrons sur la fusion à froid, et nous essaierons, en tout cas Patrick Buran-Sténas essaiera de vous expliquer la vision alchimique de cette fusion à froid. Il nous parlera aussi d'une conférence qu'il a donnée très particulière, quand la science classique rencontre l'alchimie, qui a beaucoup plus d'ancienneté qu'elle d'ailleurs. On verra ce que ça donne. Alors moi, mon ressenti, Patrick, c'est que j'aurais dû commencer cette émission en faisant une dizaine de minutes de silence, voire 20 minutes de silence. La deuxième chose, c'est que on n'aurait pas dû réaliser cette émission, car à trop intellectualiser le sujet, on s'éloigne de la quête en elle-même. Si on parle trop, si on donne trop, si on essaie trop, c'est ça, d'intellectualiser la chose. Et puis ça m'est apparu aussi ce livre, Patrick Buran-Sténas, comme une finalité, comme une sorte de boucle qui se termine, et je ne vois pas après ces 70-80 pages ce qu'on pourrait écrire de plus. Alors vous me direz sûrement le contraire après ou pas, je ne sais pas, à part des détails et des modes d'emploi, mais au-delà de ça, je ne vois pas ce qu'on pourrait écrire de plus. Quel était votre but premier en écrivant ce livre? Je rappelle le titre, de la matière à la lumière. Ben celui-là déjà. Bon, généralement quand j'écris des livres avec peu de pages. Souvent je dis parce que je sais pas écrire. Donc c'est déjà une raison valable, et je dirais aussi j'ai rien à dire. Donc évidemment ça tient en peu de pages. Alors par contre, la voix, l'alchimie a quelque chose à dire, et le quelque chose qu'elle a à dire, c'est que tout est dans tout, et ça il suffit d'une phrase pour le dire. Et que finalement notre monde est de matière, et que le but du jeu est de détricoter l'univers pour retrouver la lumière qui est derrière, quoi. Donc finalement, comme vous l'avez dit très justement au début d'émission, on n'aurait pas dû la faire, parce que finalement rien n'existe, et que prendre des concepts, imaginer que les choses existent, sont des barreaux à cette réalité, et empêchent de la dissoudre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à écrire après ce livre? J'en sais rien aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'écris un livre, généralement, je vais pas dire que c'est pas moi qui décide, mais c'est presque ça, quoi. C'est les choses se présentent. Elles se sont présentées avec ce livre parce que ce livre est la conséquence d'une conférence que j'ai faite, dont vous avez parlé, que j'ai fait à Grenoble, face à des gens qui sont pas le public habituel entre guillemets que je pourrais avoir quand je parle d'alchimie, puisque j'avais des gens du CNRS, des gens du CEA, des gens de Polytechnique, donc des gens qui sont plutôt ouverts. Je pense que quand les gens cherchent, ils sont forcément ouverts sur quelque chose, et que je comprends leur réticence face aux envolées fumeuses qu'on pourrait imaginer être l'alchimie. Et c'est pour ça que j'ai voulu, à travers ce livre, montrer que c'était une vision de l'univers, c'était une vision peut-être romantique de l'univers, mais je pense compréhensible et qui se tient. Et je pense que j'ai voulu, à travers ce livre-là, m'adresser un peu à tout le monde. C'est-à-dire que non seulement aux gens qui étaient acquis en disant oui, l'alchimie c'est une merveille, on va m'expliquer, comme aux gens qui disaient non, c'est de la fumisterie, ça n'existe pas, et en disant peut-être que à mi-chemin entre les deux, est la vérité.
Pour vous, l'alchimie, c'est du romantisme, de la poésie. Et il a fallu faire la jonction entre le romantisme et la poésie et ce côté scientifique de cet auditoire. Oui, oui et non, mais je pense que les scientifiques sont aussi des romantiques quelque part, parce que sinon ils chercheraient pas. Donc ils cherchent quelque chose d'incroyable, ils cherchent quelque chose au-delà des bornes de notre réalité. Donc c'est bien la faculté d'émerveillement, c'est bien, je pense que tout scientifique doit être comme ça. Sinon il reste dans son savoir et il théorise, c'est-à-dire qu'il dit les choses sont comme ça, elles sont pas autrement, mais il a aucune chance de découvrir quelque chose de nouveau. D'ailleurs, tous les génies, la première réaction qu'on a eue face à un génie, c'est que c'est un fou. C'est-à-dire que par rapport à la règle établie, il a forcément tort. Et quelques siècles après, on dit ah oui, il avait raison. Donc je pense que quand on reprend notre histoire, qu'elle soit scientifique ou autre, ceux qui ont vraiment trouvé quelque chose, c'était des fous furieux. Ça a été des gens qui sont partis dans des directions qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et j'irais même plus loin. Il y en a qui ont commencé leur recherche à travers des intuitions. C'est-à-dire quelqu'un se réveille le matin, je pense pas du Eureka dans la baignoire, hein, ou je pense pas à Newton qui reçoit une pomme sur le coin de la figure, mais je pense par exemple à Einstein, hein, qui dit que la relativité, il l'a perçu. Alors perçu, faut s'entendre sur le terme, hein, percevoir, c'est percevoir. Donc il a percé la réalité pour voir ce qu'il y avait derrière. Et c'est bien vrai, puisque toute sa théorie passe on va percer l'espace, on va couder l'espace, on va faire des trous dans l'espace. La distance, le temps est pas tellement celui qu'on croit, mais il fallait être rêveur pour imaginer ça. Vous avez donné cette conférence devant des scientifiques qui manient justement la chose de manière tout à fait classique, hein, on va dire, pour peu que l'alchimie ne soit pas classique, mais ça on aura le temps d'y revenir aussi. Ça vous a peut-être ramené un peu en arrière, ça va nous permettre de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes physicien de formation, Patrick Bernstein. Oui, j'ai fait un peu de physique, oui. Comment en êtes-vous arrivé, c'est le début du livre, oui. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'alchimie? C'est-à-dire que vous aviez des bases, les bases, celles qu'on apprend en cours, à l'école, dans des laboratoires, et puis vous êtes dit, mais est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé. Bon, j'ai toujours eu un intérêt pour le romantisme, c'est-à-dire que les contes de fées, les forces, derrière les forces, des choses comme ça. Bon, alors tout naturellement, ça peut conduire quelqu'un à s'intéresser à la physique, parce que c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire notre univers, il est visible, mais est-ce qu'il n'existe que ce qui est visible? Et si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière et quelles sont les lois qui régissent ce qu'il y a derrière? Comment s'est créé notre univers? Comment il va disparaître? Comment fonctionne la matière? Donc ça, c'est des grandes questions. C'est presque des questions métaphysiques, existentielles. Alors après, on peut se dire, il y a des règles physiques derrière ça. Je vais essayer de les comprendre. Et puis à partir de ça, je vais essayer, soit c'est de la physique fondamentale, comprendre comment ça fonctionne, soit c'est de la physique expérimentale, et à partir de ça, je vais en faire des applications qui vont servir à quelque chose. Donc le principe, ça a été celui-là, c'était déjà la curiosité au début de savoir comment fonctionnait la matière. Et pour moi, c'est ce qu'on nous avait toujours appris, qu'une expérience scientifique, c'est quelque chose de reproduisible par n'importe qui, dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que l'expérimentateur n'a aucune place dans l'expérience. Puisque finalement, si on applique un protocole et qu'on le suit, on doit retomber sur la même chose. C'est d'ailleurs la caractéristique d'une expérience scientifique. Donc, j'ai fonctionné comme ça, puisque je me suis dit, ça doit être évidemment comme ça qu'on fonctionne, sauf que, au bout d'un certain temps, quand on travaille sur l'infiniment petit, les règles sont plus les mêmes. Je pense par exemple à Planck, que quand on commence à parler de la physique quantique, le principe d'incertitude, et il commence à dire observer un phénomène le modifie. Ah, c'est de la science-fiction, c'est de la magie, ça, puisque si un phénomène, il me paraît être stable, il me paraît être défini, et finalement, non, pas du tout, il dépend de l'observateur. Ce qui veut dire que la réalité qui est autour de nous, elle n'est pas objective, mais elle est subjective. Ça dépend de celui qui la regarde. Alors ça, c'est ennuyeux, puisque ça veut dire que donc les règles qui tiennent compte de cette réalité dépendent aussi de celui qui les observe. Donc est-ce qu'elles existent vraiment, ou est-ce qu'on est persuadé qu'elles existent? Donc la réalité ne devient qu'un point de vue. Et à ce moment-là, que j'ai une règle ou que j'en ai une autre qui est complètement différente, ça n'a aucune importance, puisque ça ne dépend que de ce que je crois. Je vous rappelle qu'il y a quelques siècles, les savants disaient que la Terre était plate, et les fous disaient qu'elle était ronde. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, les savants disent qu'elle est ronde et les fous pensent qu'elle est plate. Donc, de quoi sera-t-on sûr demain? Donc, la certitude de la vision de notre univers est vraiment qu'une question de point de vue.
Donc ça a commencé comme ça, au moins sur cette philosophie, sur dire que tout ce qu'on m'avait appris, finalement, bah, si je le pensais autrement, finalement, c'était pas vrai, c'était autre chose. Ça, c'était le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est quand on observe une particule, quand on veut savoir de quoi elle est composée, eh ben, on prend une grande fronde, un accélérateur de particules, par exemple, et puis on projette une particule sur une autre particule, elle explose. Et en explosant, bah, il y a des trajectoires. Et les trajectoires sont aléatoires. C'est-à-dire que si je prends un pot de fleurs et que je le jette par terre, je ne sais pas où vont tomber les morceaux. Il y a trop de paramètres. Alors que finalement, on pourrait finalement imaginer qu'il va y avoir des morceaux et puis savoir où ils tombent. Mais on va dire que c'est le hasard. Donc c'est au hasard. Sauf qu'on s'aperçoit que il y a des trajectoires, quelques trajectoires, qui n'étaient pas au hasard. C'est-à-dire qui dépendaient de l'expérimentateur. Il y avait une espèce de signature quantique qu'on retrouvait à chaque fois. Alors que là, on est dans un espèce de confinement absolu, hein, évidemment, puisqu'on a des réactions qui dégagent énormément d'énergie, et puis en plus, pour maintenir dans la trajectoire, on a des champs magnétiques qui sont excessivement puissants, donc il faut qu'on soit dans un espace de confinement absolu. Et ce qui se passe, c'est que l'expérimentateur influence l'expérience, alors qu'on est dans un espace de confinement absolu. Donc la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est par où passe l'information ? Et puis, on voyait de nos yeux, ça confortait le principe d'incertitude, c'est de dire que, selon l'expérimentateur, on voyait physiquement quelque chose de différent. Bon, face à cette hypothèse, je me suis dit, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Et qui parle de ça ? Donc j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, dans la science officielle, et puis, personne n'en parlait vraiment à ce moment-là. Alors je me suis un peu écarté, je me suis dit, peut-être qu'avant on y a pensé. Et je suis tombé sur un vieux livre de Jolivet-Castelot, 1894, vous savez, c'était l'époque des hyperchimistes. C'est-à-dire qu'on était avant la relativité, on était avant la science moderne, entre guillemets. Et donc, on essaie de comprendre un certain nombre de phénomènes. Et Jolivet-Castelot, il dit, mais voilà, on a observé qu'il y a quelque chose impalpable associé avec la matière, et quand on a une action sur cet impalpable, la matière se modifie. J'ai dit, c'est ça. Et il a appelé ça l'âme de la matière. Donc je me suis jeté sur ce livre et j'ai commencé à le feuilleter. Et pour la première fois, j'ai entendu parler d'alchimie. Et je me suis dit, mais quel est ce fatras de superstition moyenâgeuse ? Il fallait aller chercher de l'eau sous la lune, et il fallait aller faire un feu de bois, et il fallait, pourquoi pas, se mettre un chapeau pointu, une grande barbe, et puis une cape d'étoile, quoi. Donc je me suis dit, tout ça c'est des foutaises, je suis sur une mauvaise piste. Et pourtant, à l'intérieur, il y avait quelques expériences à faire. Et ça, les expériences, ça m'intéressait. Parce que je pouvais dire que je vais prouver que c'est faux, finalement. C'était sans doute ma première motivation. Juste au moment où vous découvrez ce livre, vous en parlez dans votre entourage, avec des collègues ou... Oh non, enfin j'en ai parlé, je l'ai fait voir, puisque je l'ai toujours ce livre, hein, c'est pas ma Bible, hein, puisque je ne suis pas croyant, Dieu merci. Mais disons que c'est quelque chose, ça a été un tournant pour moi, ça a été quelque chose. Donc j'en ai parlé à 2-3 amis qui m'ont traité de fou furieux et qui doivent encore le croire aujourd'hui. Je dirais, c'est sûr même. Donc oui, j'en ai parlé à 2-3 personnes, mais qui m'ont dit non, c'est... pourquoi pas, mais amuse-toi avec toi si tu veux, mais après, quand tu auras fini ça, tu reviendras à des choses sérieuses, à un vrai travail, quoi. Donc, les expériences qui étaient dedans, je me suis dit, je vais expérimenter, je vais voir. Mais encore une fois, ma motivation, elle était presque pour prouver que c'était pas vrai, quoi, parce que c'est dérangeant quand même, hein. Donc, j'avais la chance d'avoir un labo sous la main, donc j'ai expérimenté, et ça a marché. C'est-à-dire qu'il s'est passé devant mes yeux des choses que je n'expliquais pas. J'ai obtenu des métaux, j'ai obtenu des caractéristiques qui n'étaient pas possibles puisque je les ai obtenues. Mais en tout cas, pas par des moyens conventionnels et pas d'une manière explicable. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a quelque chose. Et là, j'ai eu un vrai cas de conscience. Le vrai cas de conscience, c'était, est-ce que j'abandonne tout ça parce que ça fout en l'air tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? Ou est-ce qu'au contraire, je plonge dedans et j'essaye de trouver ce que j'ai pas trouvé autrement ? J'ai choisi la deuxième solution, c'est-à-dire que j'ai tout abandonné et je me suis consacré à l'alchimie. Vous vous êtes rapproché de l'étude de la physique quantique aussi ? C'est-à-dire que, oui, franchement, enfin au début, puisque c'était un peu ce que je faisais, et puis je me suis aperçu très rapidement très rapidement, c'est pas le terme, parce que ça m'a pris quand même quelques dizaines d'années pour comprendre un certain nombre de choses, mais que finalement on parlait de la même chose, quoi.
mais on n'en parlait pas pareil. On parlait pas avec les mêmes mots, quoique, et que finalement, pour moi, l'alchimie, c'est jamais que de la physique quantique, et j'oserais dire peut-être c'est un nouveau terme, je pense que ça va faire l'école, ultra quantique, c'est-à-dire où on dit que l'expérimentateur a une place dans l'expérience, hein, puisque c'est ce qu'on va dire en alchimie, mais c'est aussi ce qu'on va dire en physique quantique. Mais là, on va aller plus loin, on va dire que peut-être que l'expérimentateur a la possibilité de faire disparaître l'expérience même. Alors cette notion d'expérimentateur qui joue, qui influence l'expérience, c'est un petit peu ce que nous faisons chaque jour avec notre corps, et c'est assez inquiétant parce que cela montre à quel point la suggestion et tous les messages qui nous parviennent d'en dehors, alors je pense à la télévision, à la radio, aux journaux ou aux personnes qui nous entourent, nous empêchent ou nous dirigent quelque part, et nous-mêmes avec notre pensée, avec notre vouloir, nous travaillons sur notre corps sans le savoir. Bah tout à fait. Je veux dire que c'est évident que notre corps fonctionne comme un système d'information. Alors ce qui veut dire que des fois ces informations elles sont vraies. C'est-à-dire que si je me mets un coup de marteau sur le doigt, il est très intéressant que l'information arrive jusqu'à mon cerveau. C'est plus pratique. Voilà, c'est plus pratique parce que sinon on dit c'est sûr que la douleur est très désagréable, mais imaginez un corps qui n'éprouverait aucune douleur, on pourrait se couper un bras sans s'en rendre compte. Et surtout, si on avait mal quelque part, on réparerait jamais, puisqu'on saurait pas. Donc la douleur est nécessaire, pas au sens chrétien du terme, on est là pour se flageller, hein. Mais c'est une information qui nous dit, c'est sûr que si j'ai mal au doigt, je vais avoir tendance à ne pas appuyer dessus, donc à le laisser se réparer. Donc l'information, cette fois, elle est objective, c'est-à-dire que j'ai bien un capteur qui a une modification physiologique et qui m'envoie de l'information. Mais quand l'information, elle arrive là par un capteur, mais si elle arrive par ailleurs, autrement, rien ne s'oppose au fait que mon corps réagisse de la même manière. C'est par exemple les conflits de diagnostic. C'est-à-dire que vous allez très bien, et puis moi je représente une autorité auquel vous croyez, et je vous dis, c'est très très grave ce que vous avez, vous allez mourir. Il y a de grandes chances que vous fassiez une saloperie, même si vous avez rien. Et un autre exemple, c'est vous mangez un produit à contre-cœur, le produit il est excellent, hein. Eh bien vous le mangez à contre-cœur, vous êtes malade. Mais qu'est-ce qui vous rend malade? C'est pas le produit, puisqu'il était excellent ce produit. Donc c'est seulement l'idée et l'intention, vous imaginez que ce produit est toxique et donc vous mettez en marche toute une stratégie pour lutter contre cette toxicité. Je vais revenir un peu en arrière sur ce moment où vous avez découvert des métaux dont les propriétés n'étaient pas développées dans différentes catégories que vous connaissiez, en tout cas la chimie classique. Là encore, est-ce que vous êtes allé voir des proches, des collègues, des personnes qui étaient spécialisées dans telle ou telle étude pour leur dire voilà, j'ai trouvé ça, je ne sais pas quoi en penser. Avant vraiment de vous lancer, hein, comme... Tout à fait, bien sûr. Je le fais encore d'ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, en alchimie, on est capable de rendre les métaux transparents. C'est-à-dire qu'on peut prendre un métal et puis finalement faire du verre avec. Mais c'est-à-dire qu'il y a des verres qui sont faits sans un iota de silice, 100% métal. Alors c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible aujourd'hui. Et il m'est arrivé de voir des verriers même, hein, de voir des gens qui font des vitraux, de voir en me disant non, c'est absolument impossible, on peut pas faire ça. Alors leur en donner. Et puis leur dire, allez-y, tirez les conclusions que vous voulez. J'ai rarement de retour. C'est-à-dire que soit c'est trop dérangeant, soit ça sert à rien, soit les applications sont des applications subjectives ou fumantes, quoi. Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour les personnes. Mais j'ai assez peu de retours. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup fait ça au début. Mais pourquoi? Parce que j'étais encore pas trop loin du milieu, et puis j'avais envie de me rassurer aussi, hein. C'est-à-dire que moi je trouve un truc, je veux dire, j'ai pas la vanité d'imaginer, je suis le seul à trouver ça, et en disant, peut-être que ça peut faire avancer les choses, hein. Regardez, vous avez un truc auquel vous n'avez pas pensé, ayons ce chemin d'investigation, puis on va voir ce que ça va donner. Bon, ça c'est la première partie. Je dirais la première partie de ma vie, où j'ai tenté de scientifiser l'alchimie, en disant, voilà, on peut faire des expériences, on peut prouver que. Puis la deuxième partie, c'est de dire, il n'y a rien à prouver. Et que finalement, l'alchimie, c'est une philosophie et pas une technique. Et par conséquent, c'est comme la foi un peu. La foi, ça ne se discute pas. Autant on peut discuter l'histoire, en disant quand dans des éléments religieux, on dit il s'est passé telle chose à telle époque, et que si on va voir, que si on a des textes, si on a un certain nombre de choses, on se rend compte que c'est pas vrai, et à ce moment-là, on va discuter. Mais par contre, la foi, par définition, ne se discute pas. On peut dire qu'on est presque passé d'une voie technique, de technicien, à une voie d'artiste. D'ailleurs, c'est le cas.
D'ailleurs, l'alchimie s'appelle le grand art, pas la grande technique, ni la grande méthode. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, écoutez, vous croyez ce que vous croyez, et moi je crois ce que je crois, et finalement, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de vous dire, voilà, j'ai suivi ce chemin, il s'est passé ça, je vous le livre, et après vous en faites ce que vous voulez. L'alchimie, c'est l'étude de la lumière, ou est-ce que c'est la maîtrise de la lumière? Ah, ni l'un ni l'autre. Quand on parle d'initié, d'ailleurs c'est une bonne question, hein, puisque l'initié, est-ce que c'est celui qui suit le chemin de lumière, ou est-ce que c'est celui qui suit le chemin vers la lumière? Alors c'est une vaste question, parce que ça voudrait dire, est-ce qu'il y a que la lumière dans l'univers? Alors nous, qu'est-ce qu'on est? Et puis qu'est-ce qu'il y avait avant? Et puis l'alchimie tente de répondre, ou répond à cette question-là. Mais c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que c'est la question de la création, finalement. L'alchimie, si j'ai bien compris encore, le but de l'alchimie, c'est de stopper, d'arrêter l'agitation et de rentrer dans un état de stabilité. Vous allez me dire si oui ou non dans quelques secondes. Et j'aimerais bien que vous nous donniez cet exemple que vous donnez par rapport à la table et par rapport à l'humain, en rentrant dans les détails, si vous le pouvez. Oui, mais avant de faire ça, ce que j'aimerais bien, c'est de vous parler de la conception que l'alchimiste a de l'univers. Parce que finalement, les atomes, le fait que je passe pas à travers la table, est un épiphénomène. Un épiphénomène intéressant, vous me direz, hein, parce que c'est intéressant de rester dans ma réalité et pas de passer à travers. Mais la clé, c'est la création de l'univers. Alors pour l'alchimiste, mais comme la croyance, hein, on pourrait parfaitement imaginer qu'au début, et c'est même pas au début, c'est avant le début, un éternel moment présent. Le croyant va appeler ça Dieu. Nous, on ne sait pas ce que c'est, puisqu'on est dans la création. Donc on ne peut pas l'observer, c'est quelque chose qui s'est produit avant. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est que tout était semblable, donc ça valait 1, et tout était immobile et silencieux. On peut imaginer ça, hein, parce qu'on n'a pas la moindre idée. Un lac, quoi. Et pour une raison qu'on ignore, il y a quelque chose qui s'est agité à l'intérieur. Et dès l'instant qu'il y a agitation, il y a différence. Et dès l'instant qu'il y a différence, il y a mouvement. Et dès l'instant qu'il y a mouvement, il y a création. Alors ça, c'est dit dans toutes les cosmogonies, où on s'aperçoit que la création, c'est l'agitation de l'immobile. C'est Adam et Ève, ils sont au paradis, c'est un peu ennuyeux le paradis, hein, il se passe rien, hein. Et puis l'Éternel fout Adam et Ève à la porte, et à partir de ce moment-là, ils se mettent en mouvement. À tel point, c'est que c'est la chute de l'homme. Donc, on tombe. D'ailleurs, vous remarquerez que dans notre vie, à chaque fois qu'on change d'état, on tombe. On tombe malade, on tombe amoureux, on tombe enceinte. Hein. C'est curieux. Et puis, la tombe, quand même, hein, on a appelé chez nous l'endroit, finalement, où on change d'état, hein, puisque c'est le passage, la tombe. Hein. Donc on a cette mise en mouvement. Bon, que je prenne par exemple les hindous, hein, où les dieux étaient tranquilles et puis ils sont fâchés et puis il y en a qui a bousculé une coupe et en bousculant une coupe, les 4 fleuves de l'Inde sont nés, la création, encore une fois, agitation de l'immobile. Donc, on peut se dire que cette agitation, eh bien, a créé pour la première fois la différence. Cette différence, on l'a appelée la matière. Donc imaginez un éternel moment présent immobile. À l'intérieur, quelque chose se met à s'agiter, et cette agitation créant la différence, ce grain de mouvement devient la matière. Et tout le reste autour ne peut plus s'appeler l'unité, mais s'appelle maintenant la lumière. Au début, il y a l'unité, mais dès l'instant qu'il y a un iota de matière qui existe, tout le reste ne peut plus s'appeler l'unité, mais s'appelle la lumière. C'est intéressant ce concept parce qu'on comprend enfin ce que c'est que la lumière. Et d'ailleurs, c'est dit par exemple dans des textes, quand on le voit chez les Hébreux, dans l'arbre des Séphiroth, qui est une des représentations de l'univers. À l'extérieur, il est marqué Ain Sof Aour. Et on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Et si je prends textuellement ce que ça veut dire, Ain, ça veut dire négation, Sof, ça veut dire forme, et Aour, ça veut dire lumière. D'ailleurs, le mot Aour, lumière, on l'a mal compris, on a dit amour, nous. Hein. Donc ça veut dire textuellement, la lumière est la non-forme. Donc tout ce qui a une forme n'est pas lumière. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la matière ? C'est l'agitation de cette lumière, si je puis dire. Et donc on se retrouve maintenant dans un univers où il y a des tas de petits grains agités. Ça c'est la création, c'est les étoiles, c'est les planètes, c'est nous qui sommes dessus. Et autour, un espèce de bain plus ou moins immobile, puisque dès l'instant qu'il y a agitation de la matière, il va y avoir une réaction de ce qu'il y a autour. Donc on peut imaginer aussi que cette lumière,
elle est plus aussi immobile que ça, puisqu'elle réagit au mouvement de la matière. Donc on peut parfaitement imaginer que on a c'est dans les textes le fameux combat entre la lumière et la matière, c'est-à-dire la lumière qui essaye de rentrer à l'intérieur de la matière pour la dissoudre finalement, et puis la matière qui essaye d'exister. Donc on constate que la création est liée à l'agitation. Et donc la clé maintenant, le but du jeu, c'est d'éliminer l'agitation. Et si j'élimine l'agitation, et que le dernier grain de matière perd son agitation, tout redevient immobile et la création est terminée. Vous proposez de faire l'expérience de prendre en photo le ciel en négatif. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour donner une idée du rapport. De la place de la lumière par rapport à la matière. Tout à fait, tout à fait. C'est simple, hein. C'est vrai que quand on voit le ciel, on voit des tas de petits points lumineux, mais en réalité, c'est pas de la lumière. Même si la lumière qu'on voit, c'est de la lumière visible, mais c'est pas ce qu'on appelle, ou ce que j'appellerais la vraie lumière, qui est la non-matière. Mais en réalité, les étoiles ne forment pas de lumière. Elles font de la matière, puisque elles combinent de l'hydrogène pour faire de l'hélium. C'est comme ça qu'elles fonctionnent, puisqu'on parlera tout à l'heure peut-être de fusion. Donc elles fonctionnent comme ça, mais il ne faut pas croire qu'elles s'arrêtent là. Une fois qu'elles ont fabriqué de l'hélium, les atomes continuent à fusionner, ou en tout cas à se recombiner, et pour faire tous les éléments qui sont sur Terre, ou ailleurs. Donc on s'aperçoit que les étoiles fabriquent de la matière. Donc elles participent à la création. Et par contre, tout ce qu'il y a autour, qui est noir, ça c'est bien immobile, plus ou moins. Hein. Donc effectivement, si je fais une image en négatif, tous les points qui sont lumineux vont devenir noirs et le reste, l'immense masse noire va devenir lumineuse, c'est à peu près le rapport entre la lumière et la matière qu'on va avoir. À tel point, c'est que les cherchants, les métaphysiciens entre guillemets, ou les alchimistes, disent c'est pas la peine de faire un effort pour aller chercher la lumière, elle est partout. Il y a beaucoup plus de lumière que de matière. Par contre, on doit arrêter de faire l'effort de l'empêcher de rentrer. C'est-à-dire que la matière passe sa vie, c'est le cas de le dire, à empêcher la lumière de rentrer dedans. Et le jour, justement, où cette matière devient de plus en plus ouverte, de plus en plus transparente, alors elle accepte que la lumière rentre à l'intérieur, et cette fois, la matière cesse d'exister. Il y a une autre démonstration que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre. On peut imaginer qu'avant qu'il y ait du temps, il y avait cet immense océan, et qu'à l'intérieur, il y a une bulle qui se crée. C'est-à-dire une bulle de rien finalement. Et la bulle n'existe que parce qu'il y a de la pression à l'intérieur. Donc on peut imaginer qu'il y a une pression, ou peut-être que la lumière s'est mise à tourner sur elle-même, et en tournant suffisamment vite, elle a créé une force qui a repoussé la lumière. Et on peut imaginer que maintenant la matière c'est des bulles de rien. Et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans les textes, la matière est vide. Alors elle est vide de quoi? Elle est vide de lumière. Donc on peut imaginer qu'il y a une pression à l'intérieur de ces bulles-là qui empêche la lumière d'entrer. Et que cette pression, c'est peut-être notre agitation, c'est peut-être notre émotion. Et le jour où on est capable d'éliminer la pression qui est à l'intérieur, la lumière qui est à l'extérieur peut enfin rentrer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment d'un point de vue objectif, qui empêche la lumière de rentrer? C'est comme une bulle, quand on fait une bulle dans l'eau, vous savez, on a tous fait ça, vous mettez au fond d'une piscine, et puis vous soufflez, et vous apercevez qu'il y a des bulles qui remontent. Et ces bulles, finalement, elles n'existent que parce qu'il y a une pression d'air par rapport à l'eau. Mais vous pouvez me dire en quoi est la paroi de la bulle? Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'en sait rien. Déjà, est-ce qu'il y en a une paroi de bulle? Est-ce qu'elle est en eau? Est-ce qu'elle est en air? Et qu'est-ce qui empêche que l'un rentre dans l'autre? Nous, on est pareil. Est-ce qu'il y a vraiment une paroi entre nous et l'extérieur? Ou est-ce que c'est seulement une question de pression? Et qu'est-ce qui se passerait si on était capable de soit diminuer la pression qui est à l'intérieur, soit faire des trous dans la bulle? Il ne s'agit pas d'être immobile, de méditer. Les humains ont toujours travaillé à différentes techniques pour atteindre ce stade. Il ne s'agit pas d'être immobile, de ne pas parler, de ne pas bouger. C'est un exemple que vous donnez, de mettre de l'encens, de rester calme pour atteindre cet état-là. C'est l'intérieur du corps qu'on doit vraiment faire travailler chaque cellule. Je voudrais prendre pour exemple une nouvelle que j'ai entendue récemment sur le record d'apnée statique qui a été battu il n'y a pas si longtemps que cela, 11 minutes 35 secondes si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un exercice qui pourrait, pour cette personne dont ce n'était pas le but, me le faire s'approcher de cet immobilisme? De cette immobilité, pas de l'immobilisme. Immobilité, pardon. Oui, sans doute. De toute façon, je pense à Mayol qui faisait ça avant très bien. Lui, il ralentissait forcément son métabolisme, puisque pour rester le plus longtemps sous l'eau,
Il faut évidemment que nous consommions le moins possible d'oxygène, puisqu'on ne va pas en prendre. Et la seule manière, c'est de ralentir la gourmandise des cellules. Donc, de ralentir son métabolisme. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que moi, je peux causer à une de mes cellules, lui dire, dis donc, se calme, arrête de respirer, fonctionne au ralenti, puis comme ça, tu vas moins consommer. C'est assez peu probable. Mais est-ce que je peux me mettre dans un état particulier qui fait que je ralentis ma respiration, je ralentis mon métabolisme? Et je suis absolument sûr, bon d'ailleurs Mayol le disait, hein, que on est dans un état presque mystique. Hein. Mais pourquoi ne pourrait-on pas parler à ces cellules, si on reprend l'exemple du début où on explique que l'expérimentateur a un rôle dans l'expérience qui a cours, et comme le corps humain n'est qu'alchimie en permanence, on devrait pouvoir agir sur ces cellules. Non, mais on peut agir, mais nous on est très anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on imagine que nos cellules parlent humain, et qu'on parle cellules, et qu'elles ont les mêmes motivations que nous, les mêmes buts et les mêmes envies. Pas du tout, elles ont leur vie de cellules. C'est-à-dire que dès l'instant qu'elles sont dans leur colonie, qu'elles sont nourries correctement, que les déchets partent, qu'elles ont des températures de fonctionnement satisfaisantes, finalement, ça suffit. Le reste du corps a assez peu d'importance. Hein. D'ailleurs, la stratégie du corps n'est pas forcément la stratégie de celui qui est dedans. Quand vous marchez, que vous en pouvez plus et que vous dites mon corps il va tenir encore un peu, peut-être que le corps, les cellules qui sont à l'intérieur se disent stop, ça suffit, on en a assez, et puis on va par exemple avoir un point de côté, on va avoir quelque chose qui va nous empêcher de fonctionner. Donc je ne nie absolument pas le fait qu'on peut échanger de l'information au plus bas niveau, mais pas d'une manière anthropocentrique, pas en disant à mes cellules moi je vais faire une expérience d'apnée maintenant, donc tout le monde se calme. Non. Par contre, si je suis capable de ralentir l'information qui circule à l'intérieur de mon corps, alors rien ne s'oppose au fait que les cellules suivent le mouvement. Mais c'est pas conscient, c'est-à-dire que je vais pas m'adresser à la conscience de la cellule. Bon, je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, qui disent que chaque cellule a une conscience, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs. Mais la conscience de la cellule va gérer l'intérêt que la cellule a de sa propre vie, et non pas la globalité du corps. Le corps, elle s'en fout globalement. Hein. C'est un peu comme nous quand on est dans une ville. On est bien d'être à l'intérieur de la ville, il y a des règles, il y a des artères, il y a d'ailleurs comme dans le corps, il y a des maisons, on a un travail, on a quelque chose. Donc on tient compte de cette ville tant qu'on est bien dedans. Mais je veux dire, quand tout est à sa place, c'est plutôt personnel ce qui va se passer à l'intérieur. Donc on peut imaginer que nos cellules, elles ont aussi leur vie de cellules. Même si elles respectent un schéma d'ensemble, parce que si elles le faisaient pas, le corps aurait pas la même tête quand on se réveille le matin que quand on se couche. Donc je reste convaincu, bien sûr, qu'on peut agir sur son corps, mais sans doute pas d'une manière anthropocentrique. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95. Notre invité est aujourd'hui Patrick Buron-Sténas. Il nous présente son nouveau livre « De la matière à la lumière ». Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, Alexandre avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que le site internet de la radio c'est ici et maintenant.info et qu'il y a un forum sur lequel vous pouvez échanger vos idées et pourquoi pas faire suite aux émissions après. Justement, ayant réfléchi un petit peu au contenu de l'émission, vous pouvez vous installer sur le forum confortablement et dialoguer les uns avec les autres de ce que vous venez d'entendre. Nous sommes donc avec Patrick Buron-Sténas. Nous parlons entre autres de son livre « De la matière à la lumière, pierre philosophale, modèle du monde ». C'est un véritable petit guide, je pourrais presque le comparer au guide magique des Castors Junior, dans lequel il y a strictement les réponses à tout. Je ne sais pas si vous connaissez ce guide des Castors Junior, oui. Qui est extraordinaire, dans lequel on trouve à chaque fois tout ce que l'on demande. C'est-à-dire qu'il suffit de se poser la question, d'ouvrir les pages, et à ce moment-là, on trouve la réponse à sa question. D'ailleurs, on se demande même si la réponse à la question était écrite avant l'ouverture du livre. Patrick Buron-Sténas, nous allons revenir à la création de l'univers. Alors tout à fait. En tout cas, bien sûr, ce que je dis n'engage que l'alchimiste. Hein, mais lors de la création de l'univers, on a vu ces bulles qui se créent un petit peu, et puis ensuite elles se combinent finalement pour faire la matière. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces bulles forment des matières qui sont différentes, alors que ce qui reste, ce qui ne s'est pas transformé, reste unique. Et c'est pour ça, quand on prend les textes, par exemple, qu'on dit qu'il sépara la lumière des ténèbres, la lumière reste unique et les ténèbres multiples. Donc on pourrait imaginer que ces bulles de rien, entre guillemets, ou en tout cas qui repoussent la lumière, ont éclos à l'intérieur de cet océan, et que ça a peut-être créé les premiers atomes, peut-être l'hydrogène qui vaut 1, et que ces bulles ont rempli notre univers.
Et puis ensuite, elles se sont combinées, ces bulles, pour faire toute notre création. Donc on peut constater que, c'est ce que je vous disais au début, que tout naît de l'agitation de l'immobile. Ça, c'est la première constatation. Puis ensuite, elles se combinent pour faire l'univers qu'on connaît, les galaxies, les étoiles, ceux qui sont dessus, et ainsi de suite. Alors la question que l'alchimiste s'est posée ensuite, il a dit, voilà, la création s'est faite de rien, mais comment ça va finir tout ça ? Et est-ce que ça va finir ? Et finalement, le but du jeu, c'était tellement bien quand tout était immobile, si je puis dire. Le but du jeu, ça serait peut-être de retrouver cette immobilité, donc de dissoudre cette matière. D'ailleurs, quand on a un problème, on parle de solution. Faut s'entendre sur le terme de la solution. C'est bien dissoudre cette matière. Donc l'idée, bien sûr, ça serait de dire, on va imaginer que la gravité n'existe pas. Alors je sais que, bien sûr, on va avoir la sensation de bondir, de sauter un petit peu en l'air, en disant, oui, moi je suis sur la Terre, je tiens bien. Et je tiens, pourquoi ? Parce qu'il y a un aimant au centre. Alors un aimant au centre, c'est déjà un peu curieux, parce qu'on a rarement vu des aimants à viande, finalement. Quand vous essayez de vous coller un aimant sur la peau, et que finalement ça tient pas, on peut se poser la question de savoir, pourquoi on tient sur la Terre. Alors on pourrait imaginer qu'au lieu que ça soit un aimant, on est repoussé par quelque chose. Quand vous montez sur une balance, il y a deux possibilités. Vous avez un poids parce que vous êtes attiré par le bas, mais vous pouvez avoir un poids aussi parce qu'on vous appuie sur les épaules. Donc, on pourrait parfaitement imaginer qu'il y a quelque chose qui nous appuie sur les épaules, c'est pour ça qu'on a un poids. Et ce quelque chose qui nous appuie sur les épaules, on pourrait imaginer de dire, c'est ce qu'on appelle la lumière. La lumière, ça serait tout ce qui ne s'est pas transformé en matière, et qui maintenant est capable de pression depuis que la matière existe, puisque la matière existe parce que c'est une pression, on a vu la bulle de tout à l'heure, donc on pourrait parfaitement imaginer que la lumière a une réaction et qu'elle appuie sur la matière. Et que finalement, c'est ça qui fait qu'on a un poids. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça permettrait de faire le lien entre la physique et la métaphysique. Supposons qu'un corps devienne transparent à cette lumière, alors il n'a plus de poids. Alors ça expliquerait peut-être la position des prophètes diverses et multiples capables de marcher sur l'eau. On pourrait imaginer qu'ils ne fassent plus résistance au passage de la lumière, et ne faisant plus résistance au passage de la lumière, bien sûr, ils peuvent marcher sur l'eau. Alors la question qui pourrait se poser, c'est comment on fait finalement ? Est-ce qu'on est capable de rendre un corps, j'oserais dire, transparent ? Pas transparent à la lumière vulgaire, mais transparent à cette fameuse lumière. Je prends un autre exemple. On a des soufis, par exemple, ils sont autour d'une pierre qui pèse 15 tonnes, ils sont une dizaine, ils se mettent à tourner autour, ils mettent un doigt sous la pierre, ils chantent, et hop, ils lèvent la pierre. On ne peut pas imaginer qu'ils fabriquent avec leurs doigts une force capable d'opposer la gravité au poids de la pierre. Mais par contre, on pourrait imaginer qu'ils la rendent transparente, cette pierre. Et dès l'instant qu'elle est transparente, la lumière appuie plus dessus, donc on pourrait la lever facilement. Et il y a juste quelque chose que je ne comprends pas là, c'est revenons sur ce prophète quel qu'il soit, qui ne fait plus obstacle à la lumière, donc qui atteint le stade ultime, donc il peut marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui marche sur l'eau ? Parce que s'il atteint ce stade ultime, il est tout, il est l'eau, il est l'air, il est la pierre, il est l'ensemble, il n'a plus d'enveloppe corporelle, donc comment pourrait-il déjà par définition marcher sur l'eau ? Tout à fait, mais il y a des nuances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énergie et matière. Ça se passe pas d'un coup comme ça. Il y a toute énergie, puis un peu moins énergie, puis un peu moins, puis un peu moins, puis un peu plus matière, puis un peu plus matière, puis franchement matière. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des nuances. Et on pourrait imaginer qu'il y a un état où on est encore là, si je puis dire, mais très transparent, et pourtant encore avec un minimum de présence physique. Ce serait le stade numéro 2 ? On dit en alchimie 1 tiers de matière, 2 tiers de lumière. Non, le premier c'est 1 tiers de lumière, 2 tiers de matière, après 2 tiers de lumière, 1 tiers de matière, et ensuite 3 tiers de lumière. Donc on dit quand au début on est 1 tiers de lumière et 2 tiers de matière, on est ici, mais on voit autre chose. Quand on est 2 tiers de lumière, 1 tiers de matière, on est ailleurs, mais on voit ici, et 3 tiers de lumière, évidemment on n'est plus ici dans cette matière. Le problème qui se pose, c'est que lorsque l'on se retrouve dans ce 3 tiers de lumière, on ne peut plus, je vais dire enseigner, c'est un bien grand mot, mais en tout cas aider certaines personnes à justement prendre une route. Oui, alors après on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? La question ne se pose pas. Mais je voudrais d'abord, avant d'aborder le côté complètement métaphysique, finir avec le côté de cette vision physique. C'est que
Si je vous ai parlé de la pression de la lumière sur la matière, c'est pour rebondir sur Newton, qui, comme tout le monde le sait, est un alchimiste. Alors c'est vrai qu'on le dit pas comme ça parce que ça la fout un peu mal qu'un des pères de la physique moderne soit un alchimiste. Et pourtant, si vous regardez l'Encyclopédie Universalis, vous pouvez constater que tout ce qu'il a trouvé, c'est parce qu'il cherchait finalement le grand œuvre. À tel point, c'est qu'il y a quelque temps, dans une célèbre vente aux enchères, on a vendu une malle des écrits de Newton, parce que sa famille, bien sûr, a dissimulé tout ça, a caché tout ça pour pas que ça se sache, mais on a fini par retrouver la fameuse malle, et finalement la vente aux enchères très cher, ce qui prouve que finalement il avait réussi à faire de l'or quand même. Et donc, cet alchimiste, Newton, lui, il se dit, finalement, ralentir l'univers, puisqu'on sait qu'il naît de l'agitation, donc, une fois que cette agitation est créée, le but de l'univers, finalement, c'est de perdre cette agitation pour retrouver l'immobilité. C'est comme quand on tend un élastique. On tend cet élastique, puis quand on le lâche, il va reprendre sa place initiale. Donc on peut imaginer que tout l'univers ne tend que vers quelque chose, c'est finalement perdre son énergie du début de l'explosion, de la création, pour finalement retrouver son immobilité. Alors, il s'est posé la question et s'est dit, comment l'univers fait? Alors il dit, c'est pas compliqué. Plutôt que ralentir individuellement chaque matière va avoir tendance de s'associer à elle-même, c'est la loi de gravitation universelle, où tous les corps s'attirent. Et finalement, quand tous les corps s'attirent, ça sera beaucoup plus facile d'arrêter un gros corps plutôt que d'en arrêter des tas de petits. Alors, on considère que tous les corps s'attirent. Mais on va prendre la proposition à l'envers, et on va dire finalement, et si tous les corps ne s'attiraient pas, mais s'ils étaient tous repoussés au même endroit par la même chose? Ça fonctionnerait de la même manière. C'est-à-dire, on va imaginer la pression de la lumière, et que finalement, cette lumière repousse les corps. Et qu'on peut imaginer, comme il y a beaucoup plus de lumière que de matière, cette lumière va avoir tendance à condenser les corps à différents endroits. Et peut-être que l'endroit où les corps sont condensés, c'est peut-être ce qu'on appelle les trous noirs. Peut-être finalement que les trous noirs, c'est pas un endroit qui attire toute la matière, mais c'est peut-être un endroit où toute la matière est repoussée. Alors vous allez me dire, à quoi ça servirait à ce moment-là? Si je prends un corps complexe et que j'appuie dessus, imaginez quand on était petit, on avait des jeux de construction, on mettait des cubes en place ou des pièces de bois. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve les pièces de bois. Donc j'aurais tendance à simplifier la matière. Maintenant les pièces de bois, si je continue à appuyer dessus, je vais retrouver de la poudre de bois. Donc même la structure même de la pièce en bois cesse d'exister. Mais cette poudre de bois, si je continue à appuyer dessus, je vais retrouver ses constituants. Et puis si je continue à appuyer dessus, je vais retrouver ses atomes. Mais si je continue à appuyer dessus, peut-être que les électrons et les noyaux vont se rapprocher. Et si je continue à appuyer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que les derniers noyaux vont s'écraser. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'alchimiste dit rien, la lumière. Peut-être qu'une manière que l'univers a retrouvée pour transformer la matière en lumière, c'est de l'écraser. L'écraser sur lui-même. Et peut-être que notre univers se terminera pas par un Big Crunch comme on l'a cru, parce qu'on peut constater aujourd'hui que contrairement à ce qu'on croyait au début, que l'expansion de l'univers augmente au lieu de ralentir. On pourrait imaginer que si c'était une explosion, l'énergie cinétique avec le temps finirait par se disperser et que ça devrait aller de moins en moins vite. Sauf que ça va de plus en plus vite. Et si ça va de plus en plus vite, c'est qu'il y a une énergie qui pousse. Aujourd'hui, on appelle ça l'énergie noire. Et cette énergie qui pousse, personne aujourd'hui a la moindre idée de ce que ça peut être. Alors nous, on va dire que c'est la lumière. Alors c'est quand même intéressant de voir que nous, on appelle ça la lumière, et que dans un milieu standard, on appelle ça l'énergie noire. Et on pourrait imaginer que cette lumière a tendance à semer notre univers, à le concentrer dans différents endroits, et on peut imaginer qu'il y aura des implosions un peu partout dans l'univers, jusqu'à ce que la dernière matière soit transformée en lumière. Alors voilà le but de l'alchimiste finalement. Et voilà à quoi sert la pierre philosophale, parce qu'on se posait la question, est-ce que c'est transformer le plomb en or? Déjà, ça vient du mot hébreu aor, qui veut dire lumière. Donc on nous donne déjà une clé. Alors le profane croit bien sûr que c'est transformer le plomb en or. Alors la clé de l'or, c'est que c'est un métal précieux, et s'il est précieux, c'est qu'il est près des cieux. Donc l'idée, c'était de volatiliser cette matière. Est-ce que c'est l'immortalité? L'immortalité, c'est intéressant, mais je veux dire, imaginez, vous êtes immortel et vous voyez les gens autour de vous vieillir, mourir. C'est finalement une horreur. L'immortalité serait très intéressant pour un individualiste éhonté. Mais je veux dire que si vous avez des gens autour de vous, ça interdit toute histoire d'amour, ça interdit de même rester trop longtemps dans un même lieu. Les voisins s'inquiéteraient, vous vous rendez compte? Vous avez toujours la même tête alors que vieillissent. Vous seriez finalement un espèce de juif errant,
immortel, mais condamné à l'errance, condamné à avoir aucune relation avec personne à travers cette immortalité. Et puis une fois que vous auriez tout goûté, tout vu, tout vécu, et que vous ne pourriez pas partir, pas quitter ce monde, bah finalement ça serait un drôle de piège. Ça serait comme rester sur le quai d'une gare et voir les autres partir. Donc ça peut pas être l'immortalité non plus. Pas en tout cas au sens où on l'entend. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ce que je vous ai dit. C'est que finalement le but du jeu, c'est le bonheur, c'est quand je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. Et comment faire? Eh ben il va falloir que ça rentre, il va falloir que ça sorte. Mais comment faire? Eh ben il va falloir que je dissolve ma forme. Puisque la forme, on l'a vu, c'est tout ce qui n'est pas lumière, et c'est ce qui empêche finalement que ça rentre et que ça sorte. Et cette forme, d'ailleurs, nous humains, on appelle ça l'ego, finalement. L'ego, c'est la forme que vous avez acquis en fonction des émotions que vous avez à l'intérieur et de la place qu'on vous a laissée à l'extérieur. Quand vous arrivez dans ce monde, un bébé, par exemple, il a des émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ego, au début, mais très peu. C'est-à-dire qu'il a juste la conscience à peine de j'ai froid, j'ai faim, j'ai chaud, mais rien d'autre. Il n'a aucune relation avec les autres. Puis en grandissant, vous avez remarqué, un enfant, il vous teste. Il vérifie jusqu'où il peut aller trop loin. Il essaye de faire quelque chose. Et puis si vous lui laissez la place, bah il apprend. Puis si vous lui laissez pas la place, bah il se donne des limites. Après, il y a le regard des autres. Celui qui vous dit « Ah, vous avez cette tête-là ». Et s'il y en a suffisamment qui vous le disent, vous finissez par y croire. Eh bien, toutes ces interactions finissent par faire une forme, une croyance finalement, qui est votre place dans le monde, votre place dans la société, qu'on appelle l'ego. Et plus cet ego est fort, moins la lumière peut rentrer et sortir. Et donc toutes les voies initiatiques n'ont qu'un seul but, c'est de dissoudre l'ego, justement, pour qu'il n'y ait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc dissoudre cette matière. Et c'est pour ça qu'on cherche une solution, c'est bien le terme. Donc le travail de l'alchimiste, le réel travail de l'alchimiste, c'est d'être capable de trouver quelque chose capable de dissoudre tout ce qu'il y a autour de lui. On parle de dissolvant universel. Et si je dissous tout, il n'y a plus de forme. Et s'il n'y a plus de forme, je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. Alors la contrepartie, c'est que, est-ce que j'existe moi en tant qu'individu? Ben non, j'existe plus en tant qu'individu. Le but, c'est la disparition totale des émotions? Alors oui, bien sûr, le but c'est la disparition totale des émotions bien que tant qu'il reste une goutte de sang dans nos veines, eh bien c'est pas possible. Mais on pourrait parfaitement imaginer que tant que je suis dans ce corps-là, eh bien j'ai besoin d'émotions pour vivre. L'émotion et la vie, finalement, c'est la même chose. Si vous n'avez plus d'émotions, vous êtes déjà immobile. Mais derrière l'émotion, il y a l'amour, qui n'est pas une émotion. Émotion, émo, c'est le sang. Amour, c'est âme, aour. Ça veut dire celui qui laisse rentrer la lumière à l'intérieur de son âme. Donc justement qui est capable d'ouvrir la porte, qui est capable de s'ouvrir. On nous a trompés quand on nous a dit dans la création, il y a un début, il y a une fin. On aurait dû nous dire, il y a eu un dedans, il y a eu un dehors. Et dès le moment où on est capable, d'ailleurs on le dit dans des tas de voix, est-ce que vous êtes capable de vous ouvrir? On pourrait se poser la question, mais s'ouvrir à quoi finalement Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de différence. L'idée aussi, c'est la disparition de la différence. Faut abandonner tout jugement. Alors, on est humain, c'est-à-dire oui, c'est ça, justement, parce que l'amour, n'être qu'amour, c'est aussi abandonner tout jugement, parce qu'on peut être... Oui, mais on peut avoir dans ce monde, enfin, à mon sens, que des bulles d'amour. L'amour, l'unité et la vérité, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'amour, c'est un éternel moment présent où il n'y a ni temps, ni espace, ni matière. Et d'ailleurs, on fait un. Quand on est dans cette bulle d'amour avec quelqu'un, on n'a rien à lui dire. C'est pas on n'a plus rien à lui dire. Mais évidemment, on dit les amoureux sont seuls au monde, parce que si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, c'est que vous êtes deux. Et vous remarquerez que dans cet état-là, vous êtes toujours immobile et silencieux. Donc il y a un étrange rapport entre l'immobilité et cet amour-là, ce qu'on appelle l'amour. Quelque chose aussi, c'est que pour le décrire, cet amour, c'est impossible. Parce que quand on est dedans, on est dans cette bulle de non-causalité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. La seule manière de décrire quelque chose, c'est d'en sortir pour l'observer. Mais si j'en sors, je ne suis plus dedans. Donc c'est le paradoxe de la vérité, de l'amour ou de l'unité. C'est j'essaye de décrire quelque chose que je ne peux décrire que de l'extérieur. Donc c'est seulement un point de vue. Donc c'est pas possible. Et ce n'est pas un frein, cet amour, justement, à cette quête de l'immobilité? Ah non, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que cette immobilité, c'est l'amour. C'est l'agitation qui est le frein. C'est le désir qui n'est pas de l'amour, c'est l'émotion.
Donc on peut dire que si je suis capable de perdre mon agitation, derrière il y a l'amour. Mais dans un monde complètement agité comme le nôtre, vous avez remarqué, il est quand même un petit peu agité, eh bien on a la tentation d'être rattrapé par la matière. Et si on est rattrapé par cette agitation, eh ben on perd cet amour. Pour moi, l'amour, ce ne sont que quelques bulles. C'est des bulles par moment. Et on pourrait dire que si on était en permanence dans cet état-là, déjà il est inconditionnel, forcément, puisqu'il passe pas par le mental. Donc il est en dehors du jugement. Pour juger quelque chose ou quelqu'un, il faut une référence. Faut dire c'est différent, ou je le vois de l'extérieur, mais si je suis dedans, je peux évidemment pas le juger, donc on s'affranchit du jugement. Mais c'est un état qui est qu'un état, hélas, dans ce monde-là, je dirais ponctuel. On pourrait dire que si j'étais en permanence dans cet état-là, bah, je serais plus dans ce monde. Une des... comment dire quand on parle d'amour là entre deux personnes qui s'aiment d'un amour physique, il peut y avoir le baiser, il peut y avoir aussi la sexualité. Et là, on rentre dans l'acte alchimique. Oh, oui, bon, on pourrait de la création. Alors, il y a le côté symbolique, et puis il y a le côté la nécessité de l'espèce. Je veux dire, c'est évident que la sexualité étant l'énergie principale de l'individu, enfin de l'animal en tout cas, parce que sans, eh ben, il n'y a pas de pérennité de l'espèce. Donc, bah, c'est évident que c'est l'énergie la plus pointue. Alors les mystiques disent que bah, il faut s'en affranchir aussi. Bon, jusqu'à présent, je leur laisse quand même, hein, puisqu'il est hors de question que je m'en affranchisse personnellement, en tout cas pas pour le moment. Mais ils disent aussi que pour être capable de transmuter cette énergie, il faut 12 ans de non-fonction, 12 ans, hein, 12 ans d'abstinence. Puis attention, quand on dit abstinence, ça déclenche de l'énergie quand même, hein, et cette énergie, il faut être capable d'en faire quelque chose. Si je suis capable de dissiper cette énergie dans l'état d'autre chose, tout va bien. Si je suis pas capable, tout va mal. Parce que cette énergie, il n'y a pas de génération spontanée, il va falloir en faire quelque chose. Bon, ça explique peut-être toutes les perversions qu'on va trouver dans des endroits où on ne peut pas pratiquer justement une sexualité normale et naturelle. Donc, il y a le côté mécanique, physique, une nécessité. Et puis, il y a le côté symbolique. Ah, ce côté symbolique est évidemment très très fort, parce que je vous rappelle que la quête, c'est la quête de l'immobilité. Alors, il y a une raison à ça que j'ai pas précisé, mais que je vais dire maintenant, c'est que pour que la lumière rentre dans un corps, il faut plusieurs conditions. La première condition, c'est l'immobilité. C'est-à-dire que la lumière ne peut rentrer que dans un corps immobile. La deuxième condition, c'est la rectification. C'est-à-dire que ce corps soit droit. Alors on peut en faire la démonstration. C'est si je prends un diamant ou si je prends du charbon, eh ben les composants c'est exactement les mêmes, c'est du carbone pur. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y en a un qui est mou et noir et que l'autre est blanc et parfaitement transparent. Alors c'est exactement les mêmes composés. Donc si c'est pas au niveau des composés que ça a changé, c'est au niveau du plan qui est à l'intérieur. C'est comment ils sont organisés. Le carbone, quand il est en vrac, eh bien ça va être du charbon. Quand il est aligné, ça va être du diamant. Donc on a cette notion d'alignement, de rectification. Rectifier, ça veut dire qu'il rend droit. Et peut-être que le droit chemin, c'est pas forcément un chemin philosophique, c'est peut-être aussi un chemin mécanique. Donc on a besoin de cet alignement. Et la deuxième chose, c'est la non-agitation. Vous avez remarqué qu'on utilise aujourd'hui des supraconducteurs. C'est-à-dire, c'est des métaux ou des métalloïdes qui laissent passer l'information sans résistance. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire à température ambiante. Il faut qu'on le refroidisse. Et pourquoi il faut refroidir ce corps? Parce que si je refroidis le corps, les molécules qu'il compose, au lieu de s'agiter, eh bien, vont devenir immobiles. Et devenant immobiles, eh bien, elles vont laisser passer l'information. Il va y avoir une continuité de l'information. Donc, si c'est vrai d'un point de vue physique, c'est vrai aussi d'un point de vue métaphysique, il faut s'aligner et devenir immobile. Alors la question c'est, comment on va faire pour devenir immobile? Il y a deux énergies dans l'univers. En réalité, il y a trois principes. Il y a un principe positif. Faut s'entendre quand on dit positif ou négatif. C'est pas péjoratif, parce qu'on a toujours tendance à dire justement les hommes sont positifs et les femmes sont négatives. Ça veut dire que c'est le sens de circulation de l'information. Chez les femmes, l'énergie, l'information va de l'extérieur vers l'intérieur. Chez les hommes, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça n'a rien de péjoratif. D'ailleurs, à tel point, quand on élève un enfant, pas quand on l'éduque, mais quand on l'élève, ça veut bien dire ce que ça veut dire, eh bien la femme doit faire le travail intérieur, c'est-à-dire toute la philosophie, toute la spiritualité, la construction intérieure de l'enfant, alors que l'homme, lui, il prend l'enfant puis il veut l'amener dans le monde.
Donc on voit bien que c'est un travail extérieur. Quand je dis homme et femme, on a tous un peu des deux. Donc on pourrait imaginer n'importe quel mélange possible. Mais l'important, c'est qu'il y ait les deux. Et enfin, le troisième principe, le principe mâle qui va justement de l'intérieur vers l'extérieur en alchimie, on appelle ça le soufre. C'est aussi l'émotion, c'est ce qui nous pousse à l'action. À tel point, c'est quand on le garde à l'intérieur de soi, on souffre. La souffrance, le souffre en soi. Et c'est pour ça qu'on l'exprime avec le souffle. C'est pour ça que ces mots sont si proches. À chaque fois que vous avez des émotions, c'est toujours lié au souffle. Ou vous soufflez, ou vous criez, ou vous pleurez, et c'est toujours sinusoïdal. C'est-à-dire qu'on a toujours un mouvement en haut et un mouvement en bas. Le deuxième principe, c'est le mercure, c'est la femme. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'esprit. Justement, vous parliez de méditation tout à l'heure, et vous remarquerez que pour méditer, ou ce qu'on appelle la méditation, pour recevoir l'esprit, il faut être immobile. La sagesse aussi est immobile. Vous imaginez un grand sage, vous ne l'imaginez pas courir sur les murs, vous le voyez forcément immobile. Et c'est tellement vrai que les minéraux nous semblent beaucoup plus sages que nous. Quand vous voyez une pierre, elle a l'air beaucoup plus sage que nous, mais en réalité c'est parce qu'elle est immobile. Vous allez dans une forêt aussi, quel est l'arbre qui vous semble le plus sage? C'est l'arbre vénérable qui est tout seul au milieu d'une clairière. Donc, immobilité, sagesse. Alors la clé, et le troisième principe qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle le sel, c'est-à-dire finalement, c'est le principe neutre. Donc 3 principes dans notre univers, masculin, actif, féminin, passif, et si on est capable de mettre les deux ensemble, la neutralité. Je voulais en venir ici aussi avec l'exemple de l'arbre où vous me tendez une perche. Faut-il être loin, éloigné de ses semblables, en tout cas dans un univers où il n'y en a pas d'autres, pour justement atteindre le stade recherché? Est-ce qu'il faut s'éloigner de la civilisation? Je ne pense pas, mais je voudrais, si vous permettez, finir l'histoire de l'homme et la femme, parce que quand même, c'est quand même une pierre d'achoppement de notre monde, quand même. Très présent dans votre livre. Très présent, voilà. Et puis, enfin, surtout ces deux énergies, mâle et femelle, active et passive. La seule manière de trouver l'immobilité, justement, c'est d'associer ces deux énergies d'une manière équitable. Parce que si j'ai une énergie qui va dans un sens et que je l'associe à une énergie qui va dans l'autre sens et qu'elles sont égales, ou en tout cas équitables, je vais bien trouver sur l'immobilité. Et donc c'est évidemment très très important. En alchimie, on appelle ça une noce chimique. Symboliquement, c'est représenté par un homme et une femme qui se tiennent par le cou mais qui se battent. Parce que c'est pas simple de concilier ces deux énergies. Et justement, il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Au contraire, il faut qu'il y ait du pardon. Et le pardon, ça veut dire donner une part. Ça veut dire que l'homme donne une part à la femme qui l'accepte et la femme donne une part à l'homme qui l'accepte. Et à partir de ce moment-là, on a une commune union. Et cette fois, on est capable de trouver l'équilibre. Donc ça, c'est une des clés. C'est est-ce que je vais être capable de faire la part des choses entre ces deux énergies-là, une énergie active et une énergie passive. Alors, c'est pour rebondir sur votre deuxième question, qui était est-ce qu'il faut s'éloigner? Ça dépend que de nous. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas capable de résister à la pression, à l'agitation extérieure, alors oui, je vais avoir tendance à me mettre dans un endroit privilégié où je ne sens aucune agitation pour trouver mon immobilité. Mais est-ce que c'est une bonne solution? Ça, je me pose cette question. C'est un peu, pour les religieux, la voie régulière ou la voie séculière. Il y en a qui décident de suivre une règle à l'intérieur d'une enceinte d'un monastère, en disant ici on vit dans un monde qui est complètement coupé de l'extérieur et on peut se livrer à la méditation, à l'ouverture. Puis il y en a d'autres qui disent pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, faut se mélanger aux autres, et en se mélangeant aux autres, c'est la seule condition, par toutes les vertus, la charité, la compassion, on va pouvoir trouver cette unité. Les deux sont valables, et j'ai plutôt tendance, moi, que la vie dans la cité est quand même quelque chose de je vais pas dire de plus glorieux, mais de plus pénétrant que s'isoler pour trouver justement cette immobilité. Alors rien ne s'oppose qu'on s'isole un moment pour trouver cette immobilité, qu'on devienne transparent, qu'on laisse passer la lumière, puis qu'ensuite qu'on revienne dans le monde avec sa lampe. Pour qu'ensuite on puisse ensuite éclairer les autres. Alors la question qui pourrait se poser, c'est quel est l'intérêt d'éclairer les autres? Finalement, moi j'ai réussi le chemin, je parle pas de moi, je parle du personnage de notre histoire, là. En disant, moi j'ai réussi le chemin, finalement il suffit que je fasse rien pour être transformé en lumière, et pourquoi moi j'irai aider les autres? Finalement, à quoi ça sert? Alors si je pense que on est dans chaque chose et chaque chose est en nous, les autres c'est nous, si je reprends la démonstration de tout à l'heure, en disant que s'il reste une seule bulle de matière,
Tout le reste ne peut pas s'appeler unité, mais continue à s'appeler lumière. Et on pourra dire que la lumière ne pourra s'appeler unité que quand la dernière bulle de matière sera transformée en lumière. Et là, ça pourrait justifier le fait de dire, plus j'en aide, plus je fais avancer justement la lumière, et plus je fais reculer les ténèbres. Dans un monde comme celui dans lequel nous sommes actuellement, rempli de violence, d'égoïsme, de non-partage, de manque de compassion, que sais-je, enfin celui dans lequel nous vivons, hélas, comment peut-on atteindre ce stade de lumière, où nous sommes les 3/3 de lumière, plein de lumière, alors que nous sommes tout, et si nous sommes tout, nous sommes aussi cette violence, nous sommes aussi ce manque de compassion, cet égoïsme. Comment peut-on rester dans ce stade alors que nous représentons pour le coup un petit peu de chacun de ces mauvais côtés? Tout à fait, mais bon, il y a plusieurs niveaux de compréhension de notre univers. C'est-à-dire que, évidemment, l'utopiste dirait « je vais sauver le monde ». Donc, il y en a, il y a des mères Teresa, il y a des gens dont le but, c'est d'apaiser la misère humaine, et pourquoi pas. Moi, je reste convaincu que ce monde sert à dissiper notre agitation. C'est-à-dire que c'est un terrain de jeu, ou un terrain de jeu. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'est pas la première fois qu'on est dans une période troublée. Aujourd'hui, ça nous ennuie parce qu'on est dedans. Mais il y a des tas d'autres périodes de l'histoire, à la chute de l'Empire romain par exemple, quand les barbares étaient entre guillemets à la porte et que les gens étaient des gens civilisés et puis qu'on avait des brutes hirsutes qui nous tombaient sur le poil justement pour faire exploser toute notre civilisation. Est-ce que les gens étaient plus heureux qu'aujourd'hui? Quand au Moyen-Âge, à 40 ans, on était un vieillard et qu'on se faisait attaquer par des bandits de grand chemin, qu'on mourait en masse par des maladies terribles, qu'il y avait des guerres qui duraient plus de 100 ans, est-ce qu'on était plus heureux? Donc, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'histoire est cyclique et que on ne changera pas ce monde, mais qu'on se changera dans ce monde. Je ne parlais même pas du monde actuel. Quand je parlais de ça, je parlais vraiment dans toutes les époques. Je parlais même pas de l'époque que nous vivons actuellement, mais effectivement... Voilà, mais moi je pense justement que ce monde... Alors après, ça dépend, c'est un système de croyance. Est-ce que ça a été fait exprès? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une intelligence derrière ça? J'en sais rien. Je laisse ça à la croyance de chaque auditeur. Mais je reste convaincu qu'on peut se changer dans ce monde, mais qu'on ne changera jamais ce monde. Parce que si c'est le but de ce monde d'évacuer nos émotions, le jour où on le change, il ne sert plus à rien. J'adorerais qu'on vienne dans ce monde, que tout le monde s'aime, qu'on s'embrasse, que ce soit merveilleux, mais on repartirait de la même manière qu'on est venu. Donc ça serait pas la peine de venir. Donc finalement, il servira à rien. C'est-à-dire que le creuset, c'est le monde, c'est notre monde, c'est la Terre entière, c'est un lieu d'expérience. Ah j'en suis absolument convaincu. Alors peut-être même pas que la Terre, peut-être notre univers. Oui, on n'en sait rien parce que on a une vue courte nous. Mais sur la Terre, ah oui, je pense que ce lieu, je dis souvent, n'ayez pas peur d'aller en enfer, vous y êtes. Alors l'enfer, c'est pas la vision chrétienne, un endroit où on est puni. On sait que théologiquement ça tient pas, mais c'est un endroit où on est enfermé. Enfer et enfermé, c'est le même mot. Donc on tourne en boucle. Et tant qu'on tourne en boucle, on peut pas dissiper l'énergie justement de nos émotions. Donc on essaye de trouver une ouverture. C'est des termes qu'on utilise, non, d'avoir le recul nécessaire pour sortir de cet enfer, trouver la porte de sortie des enfers. Et je pense que il faut y passer dans ce monde-là pour éliminer un certain nombre de choses pour continuer son chemin. À tel point, c'est que nous on a une vision occidentale de ce monde, mais il y a des tas d'autres pays et des tas d'autres cultures qui n'avaient pas du tout cette vision. Je pense par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Chichen Itza au Mexique, voir la civilisation des Mayas, et on m'a dit tu vas voir, c'est affreux, c'est horrible, ils déchiquetaient des gens, ils arrachaient le cœur, il y a un puits, c'est le puits des vierges, on les prenait, on les jetait dedans, attachés, enfin c'était une horreur, c'est vraiment des sauvages absolus. Alors je suis allé là-bas avec cette idée, en disant c'est des sauvages absolus. Puis je me suis un peu promené, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, de discuter, et on s'aperçoit que pour eux c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que ce monde c'était l'enfer. Donc le but du jeu c'était d'en sortir. Et donc on prenait les plus beaux, les plus jeunes, en disant vous avez mérité de sortir des enfers. Donc on va vous amener, là-bas c'était les cénotés, c'est-à-dire que c'était des trous avec des rivières souterraines, et on pensait que les dieux étaient au-delà de ça. Donc quoi de plus naturel que de prendre les gens qu'ils méritaient finalement
et de les mettre à l'intérieur, et on leur disait, puisque de toute façon vous sortez de l'enfer, eh ben, soyez des intercesseurs, et demandez aux dieux, puisque vous y allez, eh bien, qu'on ait de bonnes récoltes, qu'il pleuve, qu'ils adoucissent un peu nos souffrances, et donc c'était une vision complètement différente. Alors quand les Espagnols sont arrivés là-bas, et qu'ils ont vu ça, ils ont dit, c'est sataniste, hein, c'est affreux, c'est horrible. Surtout que finalement les Mayas avaient une religion très très proche du christianisme. Ils croyaient à un autre paradis, ils croyaient à la rédemption par la souffrance, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'était presque pour les Espagnols insupportable de voir qu'il y avait dans une autre partie du monde une religion qui était pas si loin, pas si éloignée de la leur, mais pas pour les mêmes raisons. Donc pour eux ce monde, il y a même pour nous, il y a deux manières de le voir, en disant il est affreux, il est horrible, c'est une vallée de larmes, on va souffrir. Et puis l'autre manière de dire, bah pas du tout, c'est un monde d'ailleurs qui peut être extraordinairement merveilleux, on a tous vécu des moments de bonheur sans borne à l'intérieur de ce monde-là, et que finalement, eh ben, les épreuves dépendent de celui qui les vit. Et on dit, celui qui veut des preuves vit l'épreuve. C'est comme dans les voies initiatiques, elles ne sont difficiles, les voies ne sont excessivement simples. Ça dépend de la complexité de celui qui la suit. Faut-il les éviter, ces épreuves, ou faut-il justement aller droit devant ? Moi, je dirais que la question se pose pas. C'est-à-dire que si on se pose déjà la question, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que si je dois éviter les épreuves, c'est que je considère qu'il y en a. Et la question, en tout cas, pour moi, ne se pose pas. Le philosophe doit chercher la perfection du moment présent. C'est-à-dire qu'on goûte le moment présent dans l'état où il est, et puis ensuite, bah, on verra ce qui se passe. Alors c'est de plus en plus difficile dans ce monde, qui est dans un monde où on prémédite tout, où on doit préparer sa vie, sa retraite. Vous vous rendez compte, ça commence mal. On arrive dans ce monde, on doit déjà gagner sa vie. On l'avait déjà perdu, hein. Donc ensuite on doit se racheter. C'est que du commerce, hein, qu'on doit faire dans ce monde. Donc l'idée, c'est de dire, bah, moi je rentre pas dans ce jeu-là. Et puis, j'essaye de goûter chaque chose avec l'intensité. Et ça, c'est vraiment la clé de l'artiste par rapport au technicien. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'alchimie, parce que c'est le grand art. C'est que l'artiste, il est dans ce qu'il fait, alors que le technicien s'observe. Et c'est complètement différent. En alchimie, c'est pareil, hein. Il y a ceux qui font de l'alchimie, ceux qui parlent d'alchimie, et les alchimistes. C'est pas les mêmes, hein. Donc, dans notre vie, c'est pareil. Quand je serre la main à quelqu'un, est-ce que je le fais vraiment? Ou est-ce que je suis déjà parti ailleurs? Quand j'embrasse quelqu'un, je suis pas obligé de le faire, hein. Mais si j'embrasse vraiment quelqu'un, est-ce que je le sens vraiment contre moi? Est-ce que je l'embrasse vraiment? Je pense que dans tous nos actes de notre vie, la question qu'on pourrait se poser, et pour moi le bonheur c'est ça, c'est est-ce que je suis dans ce que je fais ou est-ce que je m'observe? Nous allons faire une très courte respiration musicale. Patrick Buron-Sténas, j'aimerais juste avant lire ce petit extrait de votre livre qui m'a beaucoup parlé. Il rentre tout à fait dans ce dont nous parlons en ce moment. C'est au filtre de nos émotions qui sont l'intelligence de l'ego que le monde apparaît laid. La clé de cette recherche est la persévérance, au sens littéral, percer pour voir au-delà des apparences. La souffrance en ce monde n'existe que par l'ego. C'est une souffrance intellectuelle, ce que j'attends et qui ne vient pas. Il y a une phrase qui l'exprime. Qu'il est dommage que les roses aient des épines. Et une autre qui y répond. Réjouis-toi que les épines aient des roses. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. 95.2, notre invité est aujourd'hui Patrick Buron-Sténas. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Alexandre avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Buron-Sténas qui nous présente entre autres son nouveau livre De la matière à la lumière, Pierre philosophale, modèle du monde, qui est paru au Mercure dauphinois. Patrick Buron-Sténas, vous allez maintenant attaquer un gros chapitre. Il s'agit de la transmutation. Qu'est-ce que c'est que la transmutation? Déjà, ce qui est quelque chose d'intéressant, c'est que les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Et l'idée de transmutation, c'est un peu comme l'idée de la fusion à froid, c'est-à-dire c'est comment changer la nature d'un corps sans réaction chimique. Je sais que vous parlez un peu beaucoup de la fusion à froid et que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc les étoiles, par contre, par exemple, fonctionnent par fusion aussi, mais par fusion à chaud évidemment. Alors pourquoi on a besoin de cette chaleur? C'est que les forces qui empêchent les noyaux de fusionner sont tellement incroyables qu'il faut une énergie au moins aussi forte qui aille dans l'autre sens pour les rapprocher suffisamment pour qu'ils puissent fusionner. Donc qui dit énergie excessivement forte dit par exemple chaleur.
Donc, les étoiles fonctionnent comme ça, en recombinant de l'hydrogène pour faire de l'hélium. On a d'autres cas de fusion aussi, qui sont par exemple une bombe thermonucléaire, où on va avoir des phénomènes de fusion, des transmutations radiochimiques, où on va avoir un élément qui va se transformer en un autre. Donc on se dit, bah oui, la transmutation elle existe, mais les conditions pour le faire sont tellement extrêmes que nous on n'est pas capable de le faire. Alors, il y a des gens qui se sont dit, alors bien sûr, ce qui est intéressant pour nous, c'est que lors de la fusion, on a un nouvel élément qui apparaît. Par exemple, l'hydrogène se transforme en hélium, mais surtout, on a une énorme quantité d'énergie qui est dissipée. Alors, on voit tout de suite l'intérêt, parce qu'on se dit, si on était capable de faire ça, eh bien, on aurait une énergie inépuisable et quasiment gratuite pour tout le monde. Alors, l'idée, ça serait de se dire, on a essayé, on a fait des réacteurs nucléaires, mais qui sont par fission, c'est-à-dire que au lieu de coller deux éléments ensemble pour en faire un troisième, on en prend un très lourd, c'est-à-dire qui contient beaucoup de billes à l'intérieur, et on déchire ça. Et c'est le hurlement de la matière qui nous fabrique de l'énergie. Alors qu'on pourrait dire, en étant romantique, qu'un nouvel élément qui se crée, c'est l'amour, justement, de ces deux éléments qui nous apportent cette chaleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, quand on fait de la fission, on a des déchets. Parce qu'on déchire n'importe comment, on déchire comme des cochons. Donc les morceaux qui tombent, sont des morceaux instables. C'est-à-dire qu'ils ont une forme un peu biscornue, et comme la nature aime pas trop les formes biscornues, des billes vont s'échapper en permanence pour que le corps redevienne instable, et on appellera ça la radioactivité. Bon, par exemple, quand on a des déchets, nous, dans nos réacteurs nucléaires, on ne sait pas quoi en foutre, parce que la demi-période est de 24 000 ans. C'est-à-dire que avant que le plutonium redevienne stable, il faudra 24 000 ans. En réalité, la demi-période, c'est-à-dire que la moitié de la quantité redevient stable. Mais il faudra encore, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on n'a pas fini avec ces déchets. Alors l'idée, ce serait de se dire, si on réussit à faire une fusion, à partir de ce moment-là, on va avoir une énergie inépuisable et sans aucun déchet, sans aucune radioactivité. Alors ça, c'est excessivement intéressant, sauf qu'on ne sait pas le faire. Donc l'autre idée, c'est de dire, et si on était capable de faire la même chose à température ambiante? Mais alors là, c'est de la science-fiction. C'est inimaginable. Puisque quand on connaît la force qui empêche les noyaux de fusionner, à froid, quelle énergie on pourrait bien prendre, justement, pour que ça fusionne? Alors l'alchimiste se dit, moi, une énergie, j'en ai une froide tout autour de nous, partout, c'est la lumière. Alors si j'étais capable, moi, de prendre un corps, de faire des trous dedans, et de permettre que ces trous, par la pression de la lumière, les billes se rapprochent les unes des autres et que j'obtienne une transmutation. Alors en réalité, il se dit pas ça. C'est moi qui dis ça maintenant pour essayer de faire un parallèle entre une vision avec la fusion froide et opposée à la fusion chaude. Mais les alchimistes ne se sont posés aucune question. Ils ont fait et ils ont observé un certain nombre de phénomènes. Alors il y a eu des expériences de fusion froide faites en 89, la fameuse expérience avec Ponce et Fleischmann, où ils ont pris une électrode de palladium et puis ils ont concentré dessus, ils ont réussi à concentrer un certain nombre de noyaux. Et en concentrant ces noyaux, à partir d'une certaine concentration, il y a fusion à température ambiante. Alors bien sûr, cette expérience a été dénoncée, on a dit que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Parce qu'imaginez aujourd'hui une énergie inépuisable et gratuite, Imaginons ça. Alors tiré à partir de noyaux d'hydrogène, et donc les noyaux d'hydrogène d'eau lourde, parce qu'il faut des billes, il faut qu'il y ait plus de billes à l'intérieur des noyaux pour pouvoir les fusionner. Alors si je vous dis ça, cette eau lourde, d'ailleurs ça serait plus H2O, mais D2O, c'est-à-dire du deutérium, c'est-à-dire un isotope de l'hydrogène qui est capable de fusionner pour pouvoir faire justement une expérience de fusion froide. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'alchimiste, lui, il se pose pas du tout cette question, il va chercher sa rosée le matin. Et qu'est-ce que c'est la rosée finalement? C'est de l'eau de condensation, il y a un point de rosée, il y a une humidité dans l'air, et puis il y a une certaine température, une hygrométrie particulière, l'eau se condense et on récupère cette eau. Bon. Alors l'alchimiste, pourquoi il fait ça? Parce qu'il considère qu'à l'intérieur, il y a un secret. Et ce secret, c'est le feu du soleil. Et on revient déjà à cette idée de fusion. Il y a un feu du soleil. Le secret de la transmutation. Et ce secret, il n'est pas dans l'eau. Il est dans quelque chose qui est dans l'eau. Donc il prend cette rosée, et puis cette rosée, il l'évapore.
Alors il évapore sous certaines conditions, il évapore aux 2/3, et il va récupérer à l'intérieur un sel, qui est le sel de rosée, et ce sel de rosée va avoir des particularités transmutatoires, c'est-à-dire être capable de prendre une matière et d'en faire quelque chose d'autre sans opération chimique. Il y a une autre particularité, c'est si je prends ce sel et que je le mets sur l'eau, eh bien instantanément j'ai une flamme qui augmente. En réalité c'est un nitrate d'ammonium, c'est donc un nitrate. Imaginez ce que les anciens ont pensé, ils prennent de l'eau, ils trouvent un sel dedans, et ce sel augmente la flamme. Ils appelaient ça l'eau sèche, le feu caché à l'intérieur de l'eau. Et cette poudre-là, eh bien, aura un certain nombre de vertus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'eau qui reste, si on l'analyse, eh ben dedans il y a du thérium et du tritium. C'est-à-dire du deutérium, pardon, et du tritium. C'est-à-dire des isotopes de l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'il y a une réaction nucléaire à froid qui s'est produite à l'intérieur du ballon. Ce qui veut dire qu'il y a bien eu une fusion qui s'est faite à l'intérieur du ballon. Alors par contre, comment elle s'est faite, d'un point de vue scientifique, on n'en sait rien. Mais d'un point de vue alchimique, on dit oui. La pression de la lumière a été suffisamment forte pour que la matière se transforme en une autre matière. Donc on observe ça, on observe ce phénomène. Alors après, il y a d'autres formes de transmutation. Il y a une transmutation qu'on peut faire. Un exercice, si vous voulez transformer un métal en or, par exemple, rien de plus simple. Hein. L'idée, c'est, d'ailleurs l'alchimiste travaille avec 7 métaux particuliers, qui sont le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Et pourquoi il travaille avec ces 7 métaux et pas d'autres? Parce que pour lui, c'est le même métal à des étapes de transmutation différentes. C'est-à-dire qu'on prend du plomb, on l'arrose, on travaille avec quelques millions d'années, et tout seul, pof, il va se transformer en étain. Et ainsi de suite. Et la dernière étape, je vous rappelle que le but de l'univers vu par l'alchimiste, c'est que toute matière se transforme en lumière. Donc le but du métal aussi, c'est de finir par se transformer en lumière. Donc il est normal qu'il passe par toutes ces étapes. La dernière étape avant la transformation, ou plutôt la transmutation en lumière, c'est l'or. Donc si je prends du plomb et que je fais rentrer de la lumière dedans, eh bien rien ne s'oppose au fait qu'il s'organise différemment et qu'il devienne le métal suivant. Et ainsi de suite. Et si je fais rentrer cette lumière de plus en plus à l'intérieur, ça va devenir de l'or. Et si je fais rentrer de la lumière dans l'or, cet or se transformera en lumière. Vous expliquez dans votre livre que ce n'est pas le même or, ce n'est pas l'or qu'on connaît. Alors tout à fait, c'est un or particulier, c'est de l'or alchimique. Alors il a des particularités, justement, voilà un métal qui a des particularités physiques qui ne s'expliquent pas. Par exemple, à 1000 millième, il est dur. Alors que quand on prend de l'or natif, à 1000 millième, il n'est pas dur, il est mou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de l'allier quand on va travailler avec en bijouterie. Il a d'autres particularités électriques, c'est-à-dire qu'il conduit l'information, l'énergie, d'une manière beaucoup plus importante que l'or natif. Il est inattaquable, vraiment inattaquable, alors que l'or qu'on prend dans la nature est attaquable à l'or égal, alors que celui-là, non. En plus, il pourrait avoir d'autres particularités qui sont celles de sa transmutation lente en lumière. C'est-à-dire que si on était capable de faire un morceau d'or alchimique, eh bien, progressivement, il disparaîtrait. C'est finalement le juste aboutissement de cet or. Et c'est pourquoi aucun alchimiste, bien né, entre guillemets, n'a fabriqué de l'or pour une raison pécuniaire. Puisque pour transmuter du plomb en or, il faut injecter de la lumière à l'intérieur. Et si on le fait, et qu'on laisse à l'état d'or, on vient de piéger de la lumière. Donc on a fait avancer les ténèbres. Donc fabriquer de l'or et le garder serait coaguler de la lumière à l'intérieur de la matière. C'est exactement le contraire de ce que l'alchimiste veut faire. Alors bon, il y a d'autres exemples, les poules, la fameuse expérience avec les poules pour montrer qu'elles sont bien plus intelligentes que nous parce qu'elles sont capables de transmuter. Eh bien, si vous sevrez une poule de calcium, la coquille des œufs va être molle, forcément. Et l'idée, c'est que tout de suite après, on lâche les poules, on les lâche dans la nature. Elles vont picorer des cailloux. Et tout de suite après, les prochains œufs, les coques vont être de nouveau dures. Mais comment c'est possible? Les coques, c'est du calcium. Et les cailloux qu'ils ont picotés, c'est de la silice. Et pourtant, ils ont fait du calcium. Donc, il y a bien une transmutation. En aucun moment, ils ont mangé du calcium. Donc, il vient d'où cet élément? Donc, ils ont pris un élément, ils n'avaient pas les produits chimiques pour le transformer, d'ailleurs, on ne sait pas le faire. Mais ils ont transmuté de la silice en calcium. Donc, une poule peut le faire. Donc si une poule peut le faire, le minimum c'est qu'un alchimiste soit capable de le faire.
Je me permets de vous interrompre, Patrick Buron-Sténas, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste quelques instants avant de laisser de côté la fusion à froid, sur justement cette conférence que vous aviez donnée il y a quelques temps, et une conférence ouverte à tout public. Complètement, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement C'était dans une ville où il y a une grande population scientifique, donc j'ai beaucoup de scientifiques qui sont venus, des gens d'un peu de grandes écoles, un peu de centres de recherche, et puis on a discuté finalement. Et puis finalement, on en est venu à la conclusion que ce qui était dit était pas si fou que ça. Alors vous avez discuté pendant ou après? C'est-à-dire qu'ils ont écouté d'abord, ou est-ce qu'ils ont réagi immédiatement en se disant non mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter Oui, alors il y a eu un peu de tout, c'est-à-dire que oui. non, ça se passe plutôt dans la conférence, c'est-à-dire que généralement quand j'ai une conférence, je dis ce que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai dit dès le début, c'est que je vous livre une voix, je n'essaye de convaincre personne, je n'ai rien à vous prouver, et à partir de là, par contre, je suis ouvert à toute critique, à toute discussion, dès l'instant qu'elle est constructive. Et donc j'ai livré un certain nombre d'expériences, j'ai parlé de la voix, j'ai parlé d'un petit peu de tout, et ensuite j'ai eu ce genre de questions, des questions très pointues en disant oui mais alors ça c'est pas possible d'un point de vue physique et tout. Sauf que avec la vision alchimique, l'autre point de vue, on dit essayez de voir par ce point de vue-là, j'essaie pas de vous convaincre, mais essayez de voir un peu ce qui se passe. Et finalement il y a une espèce de, je vais pas dire d'exaltation, la mayonnaise a pris quoi. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, ils ont vu que je racontais pas toujours n'importe quoi, mais qu'il y avait des choses aussi qui pouvaient les toucher. Et puis en plus, il y a des expériences à faire. Je veux dire, on peut raconter n'importe quoi, mais on peut dire, faites ça, et puis on va voir ce qui se passe. Et à partir de là, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Puis en plus, c'est pas si éloigné. Quand on parle, par exemple, en alchimie, on va dire que tout est tissé par un mince filet de lumière, c'est très métaphysique, hein. Le mince filet de lumière arrive dans l'univers, il fait des nœuds sur lui-même, et à chaque fois qu'il y a un nœud, ce nœud de lumière, on appelle ça la matière. On peut dire que l'univers est tricoté, et que finalement, si je prenais un fil, et qu'avec ce fil, je faisais comme un tapis, la trame du tapis, et que dessus, je brodais des fleurs, des arbres, des gens. Même si les manifestations sont différentes, le fil est unique et n'a jamais été coupé. Très rapidement, on plonge sur les hypercordes, en disant, tiens, finalement, et si au début de l'univers, il y avait une vibration particulière qui s'était enroulée sur elle-même pour fabriquer ce qu'on appelle la matière. On parle de la même chose. On ne parle pas de la même manière, mais on parle de la même chose. Donc c'est pas si fou. On parle pas en disant des choses qui sont complètement mystiques. Après, il peut y avoir, puisque l'alchimiste travaille dans un labor oratoire, moitié labor et moitié oratoire, mais les deux sont nécessaires. C'est pas si fou que ça. Donc, il y a eu un certain nombre d'émulations, et je dirais même, il y a des gens qui se sont mis au creuset. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont dit, c'est bien beau ce que tu nous racontes, mais on va essayer. Donc, en disant, allons-y, essayez. Puis il s'est passé des choses, donc j'ai reçu des courriels et des photos et des trucs de choses qui s'étaient passées. Alors après, est-ce que les gens vont introduire ça à l'intérieur de leur pratique? J'en sais rien du tout. La pression des systèmes, de la croyance, de l'expérience, puis l'intérêt personnel. Hein. Je veux dire, les voix, il y a une voix par individu, donc elles sont pas bonnes pour tout le monde. Et puis le but, c'est pas non plus de dévoyer les gens qui suivent leur système pour leur dire abandonnez tout, faites autre chose. C'est pas une secte, hein. Mais c'est l'idée de dire, il y a peut-être un autre point de vue, et peut-être avec cet autre point de vue, vous pourrez voir autre chose. Je pense à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est en Californie, qui s'appelle Cliff Baxter, qui est celui qui a inventé le détecteur de mensonges. Alors c'est un vieux monsieur aujourd'hui, hein. Et donc il a inventé le détecteur de mensonges, dont un carré cartésien, il travaille pour l'armée et tout. Et puis un jour, il reçoit un coup de téléphone, et il a ses électrodes à la main, il sait pas quoi en foutre. Donc il a un cactus à côté de lui, et il pose ses électrodes sur le cactus, et il répond au téléphone. Et quand il répond, il reprend ses électrodes, et il est surpris, il n'a pas coupé l'enregistreur, de voir qu'il y a une activité. Et c'est lui, à partir de là, qui est parti sur la fameuse conscience des plantes. C'est-à-dire qu'il a dit, attends, s'il y a une activité, alors tiens, je vais menacer la plante, je vais la brûler, hop, il y a une activité. Ah non, je vais mettre de la belle musique, il y a une autre activité. Donc on peut pas dire que ça soit quelqu'un qui soit fondu à l'origine, hein, et qui découvre quelque chose. Il aurait tout à fait pu dire non, il y a une erreur de résistance, finalement c'est que des flux, c'est l'eau qui passe à l'intérieur, ainsi de suite. Mais pas du tout. Il a une ouverture d'esprit suffisante pour partir sur quelque chose de complètement fou. Mais ensuite, il y a des gens très importants qui se sont intéressés à ça. L'armée, par exemple.
Imaginez, vous seriez espionné par un cactus, c'est quand même intéressant. Il a même fait une expérience avec un yaourt, où, bah oui, parce qu'il y a des bactéries dedans. Il dit le vivant transmet l'information. Donc il prend les deux parties d'un yaourt, il en laisse un dans une pièce, et il va avec son autre yaourt à 150 km, il met son appareil qui mesure justement dans le yaourt qui est à 150 km, et il laisse parler ses étudiants dans la pièce, et il rentre des sujets polémiques. Ben, plus il va y avoir de polémiques à l'intérieur, plus le yaourt qui est à 150 km va réagir. Donc, il met en évidence de la circulation de l'information entre le vivant. Mais c'est de la science-fiction, c'est pas possible ça. Et il est parti de quelque chose de très carré, très rationnel, et il plonge doucement vers quelque chose d'autre. Donc pour moi ça m'étonne pas, mais je comprends leur réticence. Hein. Je comprends, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Mais ça m'étonne pas que finalement des gens qui sont après tout ouverts, hein, et après tout intelligents, soient pas capables de s'intéresser à des sujets qui semblent être un peu bizarres. Mais alors, pour ceux qui, juste après cette conférence, vous ont envoyé des courriels, enfin quelques mois après, quelques semaines, et ont réagi, pour ceux qui ont trouvé que finalement il y avait peut-être une voie à suivre, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent rester dans le système actuel. Oui, mais je sais pas. Bon, si c'est une Est-ce voie... que vous êtes encore en contact avec certains d'entre eux en ce moment? Est-ce qu'ils continuent vraiment à expérimenter? Oui, parce que pour eux, c'est pas forcément une différence. Ça veut pas dire que ce qu'ils font, dès qu'ils trouvent quelque chose de vrai, ça veut pas dire que ce qu'ils font est faux. Bah, on voit dans ce que vous écrivez, hein, dans votre livre, que son expérience qu'on peut faire véritablement chez soi, avec un protocole. En sachant que celui qui réalise l'expérience influe sur le résultat de l'expérience. Oui, tout à fait, mais je pense que sincèrement, je connais pas quelqu'un dans un labo qui le sait pas. Je veux dire, souvent dans les labos, on dit, tiens, toi, tu vas me faire ça. Et pourquoi lui? Parce qu'avec lui, ça marche. Et donc, ça veut dire qu'il y a une interaction. Moi, je me souviens très bien avoir travaillé en métallurgie et faire des coulées de métaux très précis. Donc, on avait des abacs, on avait des instruments de mesure. Il fallait pas rater la coulée parce que c'était des métaux précieux. Donc, on avait vraiment tous les ingénieurs étaient là pour mesurer ce qu'il y avait à faire. Et puis, une fois que tout était fini, on demandait au PP qui était resté là, qui était revenu de sa retraite, qui avait son petit carnet à spirale, et qui venait voir par l'œilleton la couleur de la coulée, et il dit, maintenant vous pouvez couler. Je disais, mais comment tu sais? Je dis, je le sais. Et c'est la différence entre le savoir et la connaissance. Il y a des secrets de fabrication qui dépendent de celui qui le fait. C'est indéniable. Je veux dire, vous prenez deux cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes instruments, qui ont les mêmes produits, et vous leur dites, faites-moi un plat, ça va pas être le même. Il y en a, il va faire un plat banal, bon peut-être, puis l'autre, il va avoir quelque chose en plus. L'alchimie, c'est le quelque chose en plus. Ça ne s'explique pas, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on va dire, toi t'es doué, toi t'es pas doué. Alors c'est sûr que l'apprentissage de quelque chose est nécessaire, mais il y a un plus qui est l'inexplicable. C'est ça l'alchimie. Pour moi, l'alchimie, c'est quand l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Et surtout, par retour, quand l'expérience a une place dans l'expérimentateur. L'expérimentateur transforme ce qu'il fait, et ce qu'il fait le transforme lui. Donc il y a les alchimistes sont des mauvais mystiques. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est se décomposer, recomposer les morceaux qui sont transparents pour laisser rentrer la lumière dedans. Bon. Faire ça dans son propre corps, c'est pas évident du tout, hein. C'est les mystiques, c'est la méditation, c'est les croyances que vous voulez. C'est beaucoup plus confortable d'avoir un morceau de ferraille devant soi, d'avoir un creuset, mettre le métal dedans et de dire, tant qu'il bout, hein, c'est mes émotions qui passent dedans, hein. Et puis je vais avoir des colères, je vais avoir des envies, je vais avoir des désirs. Vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans un laboratoire d'alchimiste, pas seulement d'alchimiste d'ailleurs. Mais c'est pas du tout au début la sérénité. On désire quelque chose. Moi j'ai investi quelque chose, je passe mon temps dedans, je dois avoir un retour. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans que je fais la même expérience et il se passe rien, faut être drôlement motivé, hein. Et au bout d'un moment, quand on a épuisé toutes ces émotions, et ce qui revient à la proposition du début de notre conversation, il commence à se passer des choses. Vraiment. Et là, ces choses, je ne peux les voir que quand je les attends plus. Souvent, les gens me disent, moi j'ai vécu des épreuves, mais alors je m'y attendais pas. Mais c'est évident, ça ne peut arriver que par l'endroit où on s'attend pas. Je sais pas, moi, vous êtes dans un château fort, vous avez des murs partout, vous avez qu'une porte, et cette porte, elle est ouverte. Il y a toutes les chances que les gens qui rentrent par la porte, et pas qu'ils rentrent par l'endroit le plus protégé. Mais nous, c'est pareil. Nous, les épreuves qu'on peut avoir, c'est forcément un endroit où on s'y attend pas. Donc la quête de l'alchimiste, ça va être est-ce que je suis capable de passer au-delà de mes émotions et de laisser venir les choses qui vont arriver. Les scientifiques peuvent être capables de faire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment,
je n'attends plus rien, et puis on va voir ce qui se passe. Je vais mettre un certain nombre de circonstances éventuellement pour créer quelque chose, et puis on va laisser jouer le hasard. Alors après, de ce hasard, le scientifique va dire, je vais en déduire des lois, je vais en déduire des applications. L'alchimiste va ne se rien dire du tout, et il va juste dire, c'est génial, ça s'est produit, mais je sais pas pourquoi. Patrick Buran-Steenas, nous allons maintenant laisser la possibilité à nos auditeurs de vous poser quelques questions. Patrick Buran-Steenas est avec nous aujourd'hui, il répond à vos questions. Si vous venez d'arriver, de rentrer dans l'écoute de cette émission depuis 2 minutes, veuillez patienter encore un peu avant d'intervenir, que ce soit pas nécessaire de se répéter encore et encore. Par contre, si vous écoutez depuis le début, vous êtes les bienvenus. Le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 08 92 23 95 20. Proposez vos questions à Patrick Buran-Steenas, 08 92 23 95